Et notamment ce fameux livre de Robert Kiyosaki, L'école des affaires, où il parle du marketing de réseau, de comment créer son entreprise à partir de rien. Et moi, ça me plaisait parce que je voulais bien créer mon entreprise, mais j'avais pas d'argent, j'avais pas d'idée. Et c'était créer ça en plus de son boulot. C'est assez chouette. Et dedans, il y a un schéma qui s'appelle le cadran de cash flow. C'est un schéma qui explique les 4 manières de gagner de l'argent. Et grosso modo, il y a 2 manières où tu passes ton temps à gagner de l'argent et l'autre manière où c'est l'argent qui travaille pour toi. Et là, j'ai eu un flash. J'ai dit, mais je suis con, je suis pas au bon endroit. Si je reste là, en fait, si je fais comme ça, il se passera rien et j'aurai toujours... Alors, je vis bien, c'est correct, il n'y a pas de mal à être salarié ou quoi que ce soit, mais par rapport à mes ambitions et au fait de gagner le temps et la liberté qui m'était cher, je trouvais qu'on passait beaucoup de temps au travail quand même. Bienvenue à tous dans les icônes de l'immobilier, le podcast qui retrace les histoires et les parcours inspirants des conseillers immobiliers qui cartonnent sur leur secteur. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Julien Salamon, un conseiller immobilier qui cartonne en temps de crise. Alors restez bien avec nous parce que je pense qu'on va en prendre beaucoup. Salut Julien. Salut Julien, salut Céline. Salut. Bon, comment ça va ? Eh ben écoute, très bien. La route, ça a été avec vous, ouais, très bien. Enfin, la route, c'était le train, donc c'était assez facile. Mais okay. ouais, ça a été. Merci. Super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Julien, 38 ans, jeune papa de 2 enfants qui ont 3 et presque 2 ans maintenant. Entrepreneur dans l'âme, sportif et puis conseiller immobilier depuis 12 ans sur la belle région bourguignonne. 12 ans, ça commence à faire 12 ans. Ça commence à être vieux en fait. Je me dis pareil, tu as les cheveux blancs et tout. C'est ça, je me dis 12 ans, ça fait quand même pas mal. Ça commence à faire, ça commence à faire. Ok. C'est ça. Moi, j'ai envie que tu nous parles de ton parcours depuis avant l'immobilier. Parce que tu as plein de choses à raconter. Tu as une grande thématique qui drive ta vie, c'est la liberté. Oui, exactement. Et donc, explique-nous un petit peu ton parcours, par quoi tu as commencé. Ouais, alors moi j'ai un parcours un peu chaotique. En fait, je savais jamais trop quoi faire, mais c'est que tu as bien résumé, c'est cette idée de liberté qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Et je vous dirai un peu comment elle est arrivée, comment j'en ai pris conscience par la suite. Mais au départ, j'ai un parcours scolaire... assez classique, finalement, je n'ai pas de très bonnes notes. Je crois que j'arrive à avoir mon bac au rattrapage. D'ailleurs, j'étais dès que j'avais 9. Non, mais c'est bien, avec les cheveux blancs, ça nous fait un point commun. Ah ouais. Non, en plus, j'étais allé pour 9,98, tu vois. Genre, trop fort. J'avais rien du tout. J'étais énervé, mais bon, c'est comme ça. Et après, je ne savais pas trop quoi faire, donc je faisais du sport énormément. C'est une passion depuis tout petit. Tu es au basket, c'est ça ? Au basket, mais beaucoup de sports, je touche à tout, et particulièrement le basket quand j'avais des genoux. Là, ça vous fait pas un point commun par contre. Non, c'est très bien pourquoi. Pour le coup, j'ai rugby, basket, non. Et du coup, donc, je me décide de faire une formation, un master en STAPS, donc en sciences du sport et santé en même temps. Et par contre, un parcours très enrichissant où on touche à tout, à l'économie, à de la psychologie, à du sport bien entendu. À l'économie, à la diététique, enfin beaucoup de choses. Donc moi, ça me plaisait bien. Je suis un touche à tout. En fait, je suis un éternel enfant et j'aime bien aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Et ça a vraiment été chouette. Donc j'ai appris beaucoup de choses et du coup, je finis avec un master en activité physique adaptée et santé. Malgré le bac au rattrapage, c'est pas mal. Malgré le bac au rattrapage, ouais. Pas mal, on s'en sort bien. Surtout, je crois que je dois finir au début dans les majors de promo, je crois dans les premières années. Mais vraiment, vraiment un pur hasard, parce que je bossais pas tant que ça, mais. J'arrivais bien, donc ça va. Okay. Et du coup, donc, je me retrouve donc dans ce merveilleux métier, mais qui n'était pas facile à l'époque, qui n'était pas très développé, donc pour trouver du travail, c'était pas évident. Et moi, j'ai fait mes études à Dijon, donc en Bourgogne, ma ville de cœur et où j'habite aujourd'hui. Et je me suis retrouvé par un concours de circonstances. En fait, je devais avoir un poste à Dijon et je me suis retrouvé à Troyes. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Donc rien à voir, mais un peu par dépit. Et j'ai fait plusieurs années là-bas qui étaient vraiment, vraiment sympa avec des collègues qui étaient... Donc là, explique-nous un petit peu ton quotidien. Qu'est-ce que tu faisais ? Mon quotidien, c'était de prendre des gens qui avaient eu des problèmes de santé, des accidents, soit de la route, des accidents, des AVC ou des choses comme ça. Et en fait, par le sport, les aider à surmonter ce problème-là et à les reconditionner physiquement pour que ce pourquoi ils venaient, ça se soignait beaucoup plus facilement. Et l'idée, donc, il y avait tout un programme de coaching où on allait avec eux. Voilà, on dit, on veut aller là. Ouais, donc il y a de la psychologie quand même. Ouais, c'était beaucoup de psychologie, le sport. Et c'était assez cool. J'étais en short, basket toute la journée. On jouait au ping-pong. Je vois bien Julien avec la chemise hawaïenne là. Ouais, pas un polo gris, un short noir. C'était assez corporate. C'était soft. Mais c'était super sympa. Et en plus, on était 3 du coup à collaborer ensemble.
avec dont Guillaume qui avait un an de plus que moi, qui était sympa, et Olivier qui était notre papa à tous, qui avait déjà au moins 15 ans de boîte, je pense, à l'époque. Et t'es resté combien de temps là-bas? Alors au départ, je crois que je voulais y rester 2 ans, Mhm. et j'ai dû, je crois, faire 5 ou 6 ans. Ok. Parce que l'idée, c'est déjà en fait, de revenir à Dijon. C'était ma première opportunité. Ta famille est à Dijon, t'as grandi à Ouais, Dijon? ma famille est à Dijon. Enfin, j'ai pas grandi à Dijon, moi je suis bourguignon. J'ai grandi Mhm. dans le petit patelin à côté qui s'appelle Mont-Solémine, pour ceux qui D'accord. connaissent. C'est la dédicace. Il va pas trop, il y a Représente, personne qui Mont-Solémine. connaît. C'est une vraie- 22 habitants. Si quelqu'un connaît, ça. ça va être- Grosse audience. Non, c'est 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 une ville quand même. C'est très petit. Ok. Et donc je voulais vraiment habiter à Dijon. Par contre, pour le coup, c'est là où j'ai fait mes études et je suis vraiment tombé amoureux de cette ville, qui est une ville à taille humaine, mais où on a tout ce qu'il faut. Donc c'est assez sympa. Ok. Et du coup, j'ai perdu le fil. Je sais plus où Non, j'en mais on étais. disait, du coup, donc t'as passé 6 ans, c'est ça? Ouais, 6 5 ans, il me semble. 5-6 ans? 5 ans là-bas. Ok. Et Qu'est-ce qui t'a plu, du coup, dans cette période-là? Ah, ce qui était cool, alors, bon, après, c'était. À part le ping-pong avec les Ouais, copains. c'est ça. Non, mais on avait une équipe de super jeunes. Donc dans l'équipe, il y avait des kinés, des ergots, etc. Et Mhm. on avait tous moins de 30 ans. D'accord. Donc c'était hyper sympa. Après le boulot, on allait vraiment travailler ensemble. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que je me suis aperçu que les cours que j'avais eus, finalement, ne m'aidaient pas sur le terrain. Donc Mhm. entre le cours et la pratique réellement, il y avait une différence. Donc j'ai dû tout réapprendre. Moi, à chaque pause de midi, je mangeais pas, je mangeais un sandwich et je rapprenais tout Ah pour ouais. être performant et tout avec les clients. Mais là, t'avais quel statut là dans cette. J'étais salarié. Là, t'es salarié. Ouais, ok. j'étais salarié. Et donc voilà, donc tout pour ça. Puis moi, je voulais faire beaucoup de choses. Donc je m'impliquais dans pas mal de choses. Dès qu'il y avait on avait mis par exemple la Wii à l'époque. Mhm. On avait mis ça en place pour rééduquer les gens. C'était assez sympa. Il y avait un plateau d'équilibre aussi où j'essayais de m'intégrer. Donc j'aimais bien faire beaucoup de choses. Et Mhm. voilà, mon côté touche à tout était là. Et ce qui nous manquait un peu, c'était déjà ce côté d'entrepreneur. Parce que dans ma famille, mon grand-père avait une entreprise de bâtiment. Mon oncle et ma tante étaient entrepreneurs et mon père était entrepreneur aussi. Donc ça m'a toujours un peu titillé. Titillé. Et du coup, avec les collègues, les 3 autres collègues, on a créé une association à but non lucratif, mais pour lequel on se rémunérait, pour justement, en plus de notre activité, donner des cours de sport à des gens qui étaient en mauvaise condition, pour D'accord. les réadapter, donc qui fumaient ou qui n'étaient pas en condition, pour faire en sorte qu'ils vivent le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Donc il y avait vraiment cette envie d'entreprendre Ouais. quelque chose, quoi. Déjà là, ouais, un peu par hasard, mais on avait envie de faire plus en fait. Et on était jeunes, je ne sais plus quel âge j'avais, mais 22-23 ans, donc Ah, c'est bien. on avait envie de faire plus et il y avait ce côté-là, on a dit allez, on crée cette association par rapport à ça. D'accord. Et là, bon, ça t'a fait une petite soupape, en fait, finalement. Ça m'a fait une petite soupape financièrement aussi. Mhm. Moi, je reste encore assez ambitieux, donc je voulais quand même gagner un peu plus pour avoir une vie un peu aisée. Et donc il y avait cette partie-là qu'on a faite, mais après il me manquait par contre dans le métier, tu vois, j'avais pas de reconnaissance. On avait un chef, s'il m'écoute, que Comment il s'appelle détestais. Je On sais coupe. plus. Franchement, je sais plus, j'ai oublié, c'était pas très important. Non, mais là, c'est pas important. Il Non, s'est pas non, reconverti dans l'immobilier? Non, Il y a peu de gens qui nous écoutent, c'était alors c'est pas c'était un grave. vieux qui était en retraite et qui voulait juste faire ses 2 années pour toucher sa retraite. D'accord. Et c'était pas très. Enfin, on faisait des trucs ensemble, mais il était jamais impliqué. Je vois. Bref, manque de reconnaissance. Et là, ça a commencé un peu à me titiller. Et après arrive ce que tu connais, c'est que étant sportif, je me fais les croisés sur chaque genou. Et du coup, j'ai 2 fois 6 mois d'arrêt, où pour le coup, je m'arrête vraiment de bosser. Et à cette époque-là, donc j'étais tout seul dans mon appart que je venais d'acheter, premier appart. Donc ça, c'était À cool. 3, du coup. Hein. À 3, ouais. Ouais, donc ouais. tout seul, loin de la famille. Loin de la famille, tout seul. Et les croisés. Et les croisés, ouais. Croisés avec un appartement, je crois, au 2e ou 3e étage, Oh. un ascenseur. Que du Avec des bonheur. béquilles, que du bonheur. Oh. Je me rappelle avoir acheté une petite dessert, tu sais, pour manger dans Ouais. l'appart. Un Vous avez fait avant-confinement. ça. Un avant-confinement, c'était ça. T'avais goûté avant, Ouais. toi. Donc au début, c'est assez cool. Tu dis, allez, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais faire du poker en ligne, des trucs comme ça. Bon, résultat, jeux vidéo, au bout d'une semaine, t'en as marre. Poker en ligne, tu perds beaucoup d'argent. Et tu dis, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et il se trouve qu'il y a un copain qui me parle d'une entreprise de vente de produits directs, tu sais, marketing de réseau, et qui me fait découvrir un peu ce niveau-là. Il dit, ouais, tu peux gagner plus en travaillant à côté. Et moi, ça me plaît bien. Et puis, il commence surtout à me faire lire des bouquins. Et j'avais jamais lu de bouquin de ma vie. Je crois que le premier bouquin que j'ai lu, ça doit être Harry Potter, un truc comme ça. Mais c'était déjà bien, parce que c'est des gros pavés. À l'école, tu étais du genre à taper les résumés là sur Internet. Résumés de livres. Non, je pense que j'ai la chance d'avoir une certaine facilité quand j'écoute, en fait, j'apprends bien. Et je suis capable en peu de temps de réapprendre tout rapidement. Ouais, ça, j'ai remarqué. Ça, c'est chouette. Mais j'ai pas une bonne mémoire, donc ça dure pas très longtemps. C'est l'inconvénient.
Mais donc il y avait ça et du coup ces bouquins-là sur le développement personnel, j'avais jamais testé et ça m'a vraiment plu. Maintenant, j'en lis quasiment tous les mois. J'essaie en tout cas d'en lire tous les mois. Ça m'a ouvert l'esprit sur plein de choses et notamment ce fameux livre qui est assez connu de Robert Kiyosaki. Alors c'était l'école des affaires. C'était pas Père riche Père pauvre, c'était l'école des affaires où il parle du marketing de réseau, de comment créer son entreprise à partir de rien. Et moi, ça me plaisait parce que je voulais bien créer mon entreprise, mais j'avais pas d'argent. Ma famille n'en avait pas non plus. J'avais pas d'idée. Et donc, c'était créer ça en plus de son boulot. Ça, c'était assez chouette. Et Là, tu t'es dit, c'est possible. Enfin, c'est possible, je ouais. peux essayer ça. de créer quelque chose à côté de mon travail. Ça t'a ouvert un peu le champ des possibles. C'est ça m'a ouvert le champ des possibles, le champ d'être capable d'être entrepreneur. Et ça m'a appris aussi un peu la vente, que je connaissais pas. Ça m'a appris à être rigoureux, à aller voir les clients, à prendre des casseroles, parce que tout marche pas. Tu vendais quoi comme produit? Il y avait tout, il y avait des produits ménagers, des produits de beauté. Des produits, ouais, alors c'était pas les trucs qui me faisaient kiffer, pour être très franc avec toi. Mais je me suis dit, c'est pas grave, c'est le produit, on s'en fout. Et je vais apprendre de cette expérience qui a duré quelques années. C'était assez sympa. Ouais, quand même, ok. En plus de ton travail, là. En plus de mon travail, Ok, ouais. En fait, ça devait faire des belles journées quand même. Ouais, en plus c'est très drôle parce que à l'époque, il prenait quand même, fallait être bien habillé, en costard et tout. Moi, j'étais toujours habillé jogging, etc. Et du coup, je sortais du centre de rééducation où je travaillais en costard. Ah ouais. Donc les gars me voyaient c'est- les patients me voyaient en jogging pendant le travail et je sortais en costard. Donc ça faisait un peu bizarre, les gens te regardaient, mais qu'est-ce que tu fais en costard et tout. Et tu marchais bien là, du coup, t'arrivais à vendre pas mal de produits. T'avais déjà un peu la fibre ou... Non, pas trop. J'étais pas Ouais, hyper ok. bon là-dessus. Ouais. J'étais D'accord. pas hyper bon. Après, c'est pas un produit qui m'intéressait. Je pense Ouais. que quand il manque le produit, c'était. C'est hyper Ouais, c'est important. un peu Ouais. galère. Faut J'ai vraiment appris ça que... plus tard, ouais. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que... Enfin, c'est dans tout commerce, je pense, mais il faut que notre personnalité soit alignée avec le produit, sinon on a toujours du mal à le vendre. Ah, Que exactement. tu sois fleuriste, que tu sois restaurateur, que tu sois... Enfin, peu importe ce que tu vends, si tu sûr. n'aimes pas ce que tu vends, je pense qu'à la base, il n'y a rien qui fonctionne. Mais j'arrivais quand même à faire les chiffres minimum qu'il fallait faire. Et puis, il y avait la possibilité aussi de recruter. Donc, voilà, j'ai essayé de recruter. C'est mes premiers essais de recrutement. Pas toujours évident. Concluant. Mais c'était sympa parce qu'il y avait un grand groupe. Voilà, on était avec des gens qui avaient les mêmes envies. Et ça m'a appris ce côté un petit peu entrepreneur. Et puis pour donc l'histoire de ce fameux livre là, pour revenir à ce livre là, et dedans il y a un schéma qui s'appelle le cadran de cash flow. C'est un schéma qui explique les 4 manières de gagner de l'argent. Et grosso modo, il y a 2 manières où tu passes ton temps à gagner de l'argent, et l'autre manière où c'est l'argent qui travaille pour toi. Et je me rappelle encore, j'étais dans le lit avec ma grosse botte là qui me tenait le genou. Et là, j'ai eu un flash. J'ai dit mais je suis con, je suis pas au bon endroit. Si je reste salarié comme ça toute ma vie, je vais faire comme tout le monde et je vais en avoir marre. Et d'ailleurs, mon collègue Olivier, là, dont je parlais... C'est une anecdote assez intéressante. Je vais te rappeler ça après, mais c'est vrai que je me dis, si je reste là, en fait, si je fais comme ça, il ne se passera rien et j'aurai toujours une vie bien, hein, c'est correct, il n'y a pas de mal à être salarié ou quoi que ce soit, mais par rapport à mes ambitions et au fait de gagner le temps et la liberté qui m'étaient chers, je trouvais qu'on passait beaucoup de temps au travail quand même. Et surtout quand tu as un travail que tu aimes bien, mais où tu as des problèmes de fiction avec la hiérarchie, c'est pas toujours l'idéal. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'était plutôt ça, parce que quand on parle de liberté, on parle d'entreprendre des choses qui nous plaisent. Toi, le travail en tant que tel, il te plaisait. Par contre, tu te sentais cloisonné, quoi, finalement. C'est ça, et j'étais bridé, en fait. Bridé. Et c'est ça là où l'anecdote de mon collègue, c'est-à-dire qu'en fait, mon seul moyen d'évoluer dans mon métier, c'était de devenir cadre, entre guillemets, de santé, etc. Et alors nous, avec notre statut, on ne pouvait pas trop y arriver, mais on a eu quand même une possibilité. C'est mon collègue, du coup, Guillaume, qui avait 1 an de plus et qui, franchement, était bien plus fort que moi. Il était hyper carré, il lisait des études, il avait un niveau que je trouvais au-dessus de moi, donc c'est tout à fait normal qu'il ait eu ce poste-là. Et du coup, c'est lui qui a eu la place. D'accord. Et je me dis, là, il y a 2 choix. Soit je fais comme mon collègue Olivier, j'étais dans un gymnase, là, je le vois encore partir comme ça, parce que avec le temps, c'est un peu lassant comme métier quand même. Tu fais des choses, c'est assez ludique, mais tu fais toujours un peu la même chose. Tu vas les remettre sur les vélos, tu vas leur faire de la muscu, tu vas faire ça. C'est un peu lassant. Et lui, je voyais bien que ça faisait quand même 10-15 ans, je pense qu'il faisait ça, même plus. Et qu'à un moment, il se lassait quand même de ce métier-là. Et je le vois toujours partir de ce gymnase et me dire, mais en fait, si je continue comme ça, dans 20 ans, je suis là. Ouais, ça a été un moment marquant pour toi, là. Ouais, c'est un moment vraiment marquant. En plus, le fait que Guillaume ait pris ce poste-là, je me suis dit, j'ai plus d'avenir possible, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je crois que mon chef à l'époque m'a donné l'envie de partir, entre guillemets. Et j'ai dit, je pars. Mais je pars, pourquoi? Je sais pas. Donc, je sais pas. Et je suis parti, donc je voulais retourner à Dijon, absolument. Donc
Je suis parti à Dijon. J'ai suivi un gars qui faisait la vente comment t'appelles ça, d'adoucisseurs d'eau. D'accord, ok. Tu vois, rien à voir, mais je me suis dit, il faut que j'apprenne à vendre parce que c'est une qualité, je pense, qui est indispensable pour devenir entrepreneur. J'arrive là-bas, le gars se barre. Belle première Le directeur de la expérience. boîte, il dit, en fait, je suis désolé, je t'ai fait venir, mais dans un mois, je pars. Ok. Ah, ok. Alors là, t'étais salarié ou t'étais... Alors là, en plus, j'étais con, enfin, c'est con ou pas. On m'avait proposé soit salarié, soit indépendant. J'ai dit non, moi, j'ai envie d'être indépendant. Ah ouais, d'accord, Je zéro me demandais pendant, sécurité. zéro salaire. J'avais revendu mon appart à 3, c'est tout ce que j'avais. J'avais c'est ce que mon j'ai appart demandé. à 3, Ok. j'avais, je sais plus, 15 ou 20 000 euros d'avance. C'était pas énorme. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, donc, mais c'est bien, c'était Ouais, un lancement bah inconnu là, qui était cool. J'étais à Dijon, donc ça, c'était mieux. C'était super. C'était super. Et du coup, forcément, ça a été un fiasco. Parce qu'en plus, je passais des heures, un truc que j'aimais pas dans la voiture. Toi, tu passais des heures, fallait aller dans les patelins à côté, à taper, les gens qui t'envoyaient suer. Genre, même des gens qui parfois devaient te taper, tu vois. Ah ouais, carrément. Je voulais juste vendre un adoucisseur. Ça fait ça, les adoucisseurs? Bah écoute, je sais pas, C'est mais pire que l'IMO. il y en a un, je sais plus, je m'arrête pas au premier échec, donc les gens me disent non, j'essayais quand même d'aller plus loin. Et le gars, il était sorti avec le chien et tout. Ah ouais. J'ai dit bon, ok, c'est sympa la vente, mais On a déjà eu le coup du chien d'ailleurs. c'est vrai, Ouais, ça peut arriver, mais bon. ça peut arriver. Mais voilà. La première Et, expérience, c'est un peu dur. Première expérience était dure. Franchement, puis j'étais tout seul. En plus, toi, il y a pas eu il y a une formation Initial. initiale, mais théorique. Sur le terrain, j'ai pas eu trop de formation. Et ça m'a aussi permis par la suite de dire tiens, quand je forme, le terrain est important et Ouais, bien sûr. Totalement. accompagner les gens. Totalement. Et ouais, cette expérience était vraiment un peu incroyable. Donc, j'ai dit bon. Et puis je voyais mes économies fondre parce que j'avais plus grand chose. J'allais me faire d'ailleurs un super voyage dans l'Ouest américain et du coup je l'ai annulé. Donc, je le fasse d'ailleurs, je le ferai en famille, ça sera l'occasion. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est plus que le temps pour le faire. Et à ce moment-là, j'étais un peu au bord du gouffre. Finalement, j'avais plus grand-chose financièrement. J'étais à 2 doigts d'être à la rue. Je voulais surtout pas revenir chez mes parents, enfin chez ma mère. Ça, c'était un défi que je voulais surtout pas faire. Et je me mets en coloc, un peu par hasard, avec un gars qui faisait de l'immobilier. Et en fait, il fait de l'immobilier et il me présente le réseau dans lequel je suis aujourd'hui. IAD. IAD, voilà. Il a été contaminé. Et j'ai Ouais. été contaminé, Ouais. ouais, c'est ça. Et donc, j'ai dit, ok, cool, ça me plaît depuis longtemps l'immobilier, et je savais pas qu'on pouvait le faire, entre guillemets, sans études. Tu sais, moi, j'étais assez scolaire, il fallait avoir un diplôme, etc. On m'a toujours dit, prends un diplôme. Ça, Tu tu feras allé ce jusqu'au métier-là. master quand même, donc Ouais, les c'est études, ça. bon, ça te parle. Exactement. Et du coup, il m'a dit, non, tu peux faire ça direct, et je me dis, c'est super, je peux me reconvertir de façon rapide, finalement. Je fais la formation, donc j'étais comme un dingue. À faire la formation. Tu sais, en plus, c'était une formation, il fallait participer. Moi, j'ai toujours levé la main, je veux faire les jeux de rôle, je veux faire ça. Alors, les autres, je les voyais. En fait, il faut que j'arrête. Parce que Ça n'a pas changé, ça. Ouais. Ça n'a pas changé. T'as Non, mais toujours j'aime regardé bien. ça. Je trouve que. Alors, je suis quelqu'un de très timide. Par contre, il faut que quand tu me donnes un truc, faut pratiquer. Faut pratiquer, il faut y aller. Exactement. Quoi. Et c'était important d'avoir une bonne formation, justement. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce réseau-là à l'époque. Pour avoir cette formation que je pouvais faire partout en France. Je suis parti. Je crois que je suis parti à Alors ça, c'était en quelle année, ça? C'était en 2012, je crois, fin 2011 ou début 2012. Ah, c'est courageux parce que maintenant, l'entrepreneuriat, c'est bien démocratisé, c'est à la mode. Les réseaux de mandataires aussi, maintenant, on fait leur place et on fait leur trou. Mais toi, tu étais un précurseur. Alors. Ah ouais, on était 3 à Dijon. Ah ouais. À la base, ouais, on était Ouais. 3. Donc, pas évident. Tu vois, comme Anna a dit tout à l'heure, quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous? Tu gagnais 2500 balles, je crois, un truc comme ça. Tu gagnes plus que moi en tant que Combien il y en salarié. a maintenant à Dijon On est aujourd'hui? une quarantaine à peu près, je Ah crois. ouais, de et- 3 à 40. Ouais, c'est ça. 3 à 40, ouais. Grosse progression. Donc, et ça a progressé encore, mais c'est vrai que c'était une chose incroyable et tout le monde m'a pris pour un fou. Et pour le coup, alors, j'ai la chance ou pas d'être un peu inconscient et de ne pas écouter les gens. Quand je fais un truc, en fait, j'y vais et je verrai les conséquences un peu plus tard. Tu testes. Je regarde un peu, mais je teste et je me dis, voilà, si d'autres l'ont fait, je peux le faire. Et c'est vrai que ça a été sympa. En plus, donc, avec mon coloc qui était là, on se tirait un peu la bourre et tout. On avait, je me rappelle, un tableau avec qui prend le plus de mandats. Donc, C'était la compète, C'était quoi. la compète, Ouais, c'était sympa. c'est ça. C'était assez sympa, cool, mais il ça. était moins sérieux que moi, donc lui, il faisait beaucoup la fête. Et moi, c'est vrai que je rentrais plutôt de fête pour aller bosser. Donc, je gagnais un peu. Ça va. Ok. Et les débuts, ça a été comment, du coup? Plutôt difficile, plutôt enthousiasmant? Qu'est-ce que tu en retiens maintenant avec les Et quand les t'as années de connu les recul? adoucisseurs. Ouais, exactement. Tu t'es Non, dit mais l'IMO, c'est- c'est les vacances ouais, un peu, non? franchement, Ouais, c'est vrai. Les vacances, oui et non. Après, 2012, c'était la crise. Encore un peu. Un peu Ouais. la crise Encore un de peu. 2008 là, qui Ouais. finissait. Ouais. Donc, c'était difficile à vendre. Donc, Mhm. c'était peut-être un peu comme aujourd'hui. Donc, moi, je trouvais que c'était une période plutôt propice à travailler, puisque beaucoup de particuliers avaient du mal à vendre. Un peu comme aujourd'hui. Donc, je trouve que c'était vraiment la bonne période.
Et j'ai commencé comme tout le monde, la pige, la prospection, mais avec une formation assez restreinte. Et juste, je me suis dit, j'y allais. Et un truc que j'ai fait, par contre, qui était intéressant à l'époque, c'est que j'ai pris mes statistiques. Et je m'étais rendu compte qu'en n'étant pas ultra bon, il me fallait 10 coups de fil pour choper entre 1 et 2 rendez-vous. D'accord. Et je me dis, c'est simple, il me faut 3 à 4 rendez-vous par semaine. Donc, je faisais tant de coups de fil jusqu'à avoir mes rendez-vous. Okay. Basique. Basique. Bon, on m'a dit, il y a une méthode. Alors, moi, c'est basique. Tu me files une méthode, je l'applique. Et après, je la modifie. Exactement. Mais on m'a dit, tu fais ça, tu fais de la prospection, tu vas voir les gens. Donc, moi, je tapais chez les gens le matin. Bonjour, je suis agent immobilier et tout. Et là, ça allait mieux, là. On t'envoyait pas les chiens tous les jours, quand même. Non, là, c'était cool. Les gens me disaient, oui, mais je suis pas propriétaire. Je dis, oui, mais c'est pas grave. Je vous donne. Donc, c'était assez sympa. C'était un peu maladroit, mais au final. J'aime bien cette expression là de Fabien Olicard, 1 vaut mieux que 0, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose, au moins ça t'apporte quelque chose derrière. Exactement. Et voilà. Du coup, les débuts ont été quand même assez réussis, même si tu as eu une progression. Ouais, alors moi j'ai jamais été un énorme producteur, mais non, ça dépend où tu mets la norme. Ça dépend où tu mets la barre. C'est ça. Par contre, tu étais vraiment à temps plein là sur cette activité. Ouais, alors au début, non, j'avais gardé. Alors j'avais gardé en fait un mi-temps, 15 heures. Comme vendeur chez Boulanger. D'accord. Alors, je faisais pas du pain, mais je vendais souvent. Voilà. Et je l'avais gardé en fait pour une seule raison, c'est que je voulais acheter de l'immobilier. Et en fait, j'ai fait de l'immobilier aussi pas trop par hasard, c'est que je voulais acheter de l'immo. Et je me suis dit, quitte à acheter de l'immo pour être au meilleur endroit, il faut que je sois le premier à l'acheter. Donc j'ai fait un peu par ça. Et en fait, le banquier m'a dit, comme vous êtes indépendant, ils vous font un CDI pour acheter un bien. Bon, d'accord. Et je crois que j'ai inséré, je gagnais 400 € à l'époque. C'est pas énorme. Hein. Et il me dit, mais c'est pas grave, avec ce CDI, vous pouvez faire un crédit de 400 € parce qu'à côté, vous gagnez, vous faites suffisamment de ventes pour gagner. C'était un peu bizarre, mais j'avais pris ça. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai fait énormément de ventes avec mes autres collègues de chez Boulanger. Et ils m'appellent toujours d'ailleurs. C'est marrant. Ouais, tu les as gardés comme clients, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fait une idée, je crois que j'ai vendu à plusieurs directeurs et tout. Tu vois, comme quoi, ça a eu du bon, en fait. Ouais, tu vois. Ça a eu du bon. Mais par contre, au moment où j'ai quitté ces 15 heures, qui était vraiment pas grand-chose, c'était une journée et demie par semaine, ça a vraiment explosé parce que je crois que je faisais à l'époque, au début, 35 ou 40 000 € de chiffre. Pour un débutant, c'est correct, mais après, ça a tout de suite doublé. Dès que tu es passé à temps plein. Dès que je suis passé à temps plein. C'était pas énorme, mais ton esprit étant focalisé sur ce que tu veux, ça change toute la donne. Et donc, par rapport à ta grande valeur qui est la liberté, qu'est-ce que ça a changé ? Comment tu t'es senti à ce moment-là ? Ouais, alors moi, ce qui a changé, c'était l'autorité et le fait de travailler quand j'avais envie. Il y avait un truc qui me faisait suer quand j'étais salarié, c'est que déjà, j'étais le dernier arrivé. J'avais pas d'enfant. Donc, je posais toujours les vacances en dernier. J'avais pas le choix de pas aller bosser si je veux, j'avais pas le choix de mon salaire, j'avais pas le choix de travailler avec qui je voulais, et ça me commençait à me peser. Et c'est vrai que le fait d'être indépendant, alors il y a d'autres inconvénients, hein, t'es libre, mais en fait t'es quand même pris avec toi-même. Et ça m'a permis par contre d'avoir un choix total de quand j'ai pas envie de bosser, je m'arrête. C'est ça, la grande différence en réalité, c'est le choix. C'est ça. C'est de se dire voilà, comment je travaille, quand est-ce que je travaille, avec qui je travaille, ça change tout. Exactement. Quand est-ce que je pars en vacances. C'est ça. Et mon salaire finalement. Et mon salaire, c'est toi qui le décide. C'est toi qui le décide, c'est toi qui mets le curseur là où il est. Et ça a été vraiment une révolution pour moi. Même c'est pas facile, faut pas se dire. C'est pas parce que tu es indépendant que c'est libre. Ceux qui sont libres et qui restent sur le canapé à rien faire, ils ont pas compris. En termes d'horaire, tu fais à peu près la même chose, même voire peut-être un peu plus. Mais tu le fais pour toi, tu le fais quand tu veux. Il y a des moments où nous on a eu des enfants avec pas mal de soucis de santé. Il a fallu passer du temps avec eux, c'était chouette. On a pu le faire. J'ai pu le faire. Si j'ai envie de pas bosser puis de prendre ma fille ou mon fils à une journée, je le fais. Et ça c'est chouette. Ou même juste de dire je fais rien. Typiquement. Depuis que je suis indépendant, je travaille plus le jour de mon anniversaire. Ah oui. Ouais. C'est une règle d'or. C'est une règle d'or. Donc le 25 mai, vous savez, je bosse pas. En général, je pars au golf, tranquille. Je fais une journée. Je suis né le 25 mai en plus. Ah oui, non, c'est pas vrai. C'était drôle. C'était pour le troisième point commun. Mais c'est vrai que donc c'est une règle d'or. Je pars toute la journée tout seul, mais voilà, je fais un temps pour moi. Généralement, on dîne avec ma femme aussi. Mais voilà, c'est une journée pour moi et ça, je l'ai instauré. Chaque année depuis que je suis indépendant. Okay. Nous, c'est vrai qu'avec l'agence aussi, on a eu cette chance-là de pouvoir arrêter à un moment donné. On avait acheté une maison et du coup, on s'est dit, on va faire les travaux. Ça, c'était par fierté personnelle. Ça n'a rien de financier. Non. C'était vraiment on avait envie de la rénover, nous. Et du coup, on s'est arrêté entre 6 et 8 mois, alors qu'on avait encore l'agence, pour pouvoir justement rénover la maison. Donc, c'est vrai que
Quand j'étais gamin, c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est vrai, j'étais pas très doué de mes mains et on me le faisait très souvent remarquer. Commun. Ah ouais, toi aussi? Au départ, ouais. Ah, moi, on me disait toujours travaille bien à l'école parce que ça va être catastrophique là. Pour l'anecdote, j'ai acheté mon premier appartement à 3 là, complètement en travaux avec à refaire. Ouais. Et je me rappelle, je faisais la vidéo, je suis dans le couloir et je dis voilà maman, j'ai acheté mon premier appartement, là il y a la cuisine, je vais la refaire et tout. Et plus la vidéo avance, plus tu vois ma tête qui dépêche en fait comment je vais faire ça et tout. Et moi je regardais beaucoup la télé, je sais pas quoi, les maçons du cœur ou je sais pas quoi. En une semaine ils rénovent tout. Moi je me dis je prends 15 jours ça va être 15 jours c'est fini putain. 15 jours j'avais plus de salle de bain, j'avais même pas une chambre pour dormir, j'avais pas de cuisine. Oh là là. Je me douchais au travail et tout, c'est un truc de fou. Mais c'était une bonne anecdote. Ouais. Et puis ça fait une expérience après coup. Oui, moi aussi je me souviens de Julien, première fois qu'il attaque le placo. C'est marrant. Comment on fait? Il est avec sa plaque de placo là et puis comment ça? On la met comment? Non c'est bon. Ils ont fait la moitié, on a tout redémonté après derrière. Mais t'apprends, ma douche pareil, je l'ai fait 4 fois la première douche. C'est ça, mais bon, après c'est des apprentissages que tu gardes à vie et puis après tu les fais par toi, tu les fais faire et c'est quand même toujours intéressant. Moi j'ai trouvé en tout cas en termes de développement personnel, c'est toujours enrichissant de se dire voilà, je délègue quelque chose. Dans le business, c'est pareil. Moi, j'aime bien déléguer à partir du moment où je sais faire. Et c'est vrai que c'est enrichissant de faire ça. Ouais, exactement. Ouais, et puis, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on a un peu de cheveux blancs. C'est ça. C'est plus pareil. Bon, en tout cas, c'est la chance qu'offre ce métier. Quoi. Donc, pouvoir faire ça. Quand on parle de liberté, là, pour le coup, tu dis, OK, je peux le faire. Voilà. C'est vrai qu'on a une chance de métier, c'est qu'il n'y a pas de plafond dans notre métier. Le problème du salarié, entre guillemets, c'est que tu bosses ou que tu bosses pas. Alors, pour ceux qui bossent pas, c'est top, mais tu as un salaire qui est fixe. Ouais. Mais ceux qui ont envie de bosser, tu ne déplafonnes pas. Chez nous, tu peux peut-être rien gagner, mais en un mois, tu peux gagner 15 ou 20 000 euros. Si exactement, c'est ça. C'est le gros avantage du métier. C'est ça, c'est le gros avantage du métier. Exactement. Ok, et donc du coup, pendant toute cette période-là, donc on va dire tes débuts et puis jusqu'à maintenant, tu as continué à investir dans l'IMO du coup? Oui, du coup, j'ai investi dans l'IMO. Je ne sais plus à combien j'en suis d'appartements, mais j'en ai acheté, revendu. Là, il doit nous rester, je crois, 2 petits immeubles. Alors, des immeubles de 3 appartements, 2 autres appartements. Et puis, on vient d'acheter là une maison là en plus, où les travaux commencent. Les bureaux en plus? Les bureaux, ouais. Dans l'immeuble, du coup, il y a les bureaux qui sont inclus. Okay. Il y a une partie bureaux qui mettent du temps. Et au-dessus, les appartements qui sont finis là cette semaine, normalement. Ah, super. Donc ça, c'est chouette. Okay. Donc, c'est cool. Donc, ouais, j'ai continué à faire ça. On a investi pas mal, même avec des copains et tout. Donc, je sais pas, une quarantaine de biens, je pense, j'ai dû acheter. Parce que chez toi, il y a cette notion de liberté dans le travail, dans la prise d'initiative, mais il y a aussi tout ce volet financier aussi. On en a moins parlé là, oui. Et qui est extrêmement important et auquel tu attaches aussi pas mal d'importance. Exactement, c'est toujours avec ce fameux cadran de cash flow, c'est-à-dire que la partie droite du cadran, c'est vraiment faire travailler l'argent pour soi. Il y a quand même un problème dans notre métier. Si tu fais que agent IMO et que tu vends que des maisons, tu repars à zéro tous les mois et tous les ans. Même si c'est pas totalement à zéro. Tout à fait à zéro, mais voilà, c'était l'expérience. Ouais. Il faut y être. Des choses. Mais il faut y être. Tu peux pas dire je m'arrête 2 ans et ça tombe tout seul. Ouais, ça marche pas, ou en tout cas, ça marchera plus au bout d'un moment. Donc c'est un petit peu ça. Et c'est vrai qu'on est une société où tu as besoin d'avoir de l'argent, tu n'as pas le choix, à moins de vivre en autarcie. Exactement. Il y a 2 options. Si tu as des projets. Voilà, et puis de dire je fais cuire mes légumes et tout, et je me débrouille avec ça très bien, mais moi j'aime bien un peu le confort. Voilà, j'ai une femme qui aime beaucoup le confort. Donc du coup, ça demande aussi des projets en plus. Et on aime beaucoup les voyages. Et sans ça, tu peux pas faire. Enfin, tu peux, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Évidemment. Donc l'idée, c'était de se dire, soit je vais bosser 60 heures, 70 heures par semaine et je gagne beaucoup, soit je trouve une façon un peu plus intelligente de créer de la liberté financière, de créer du passif, en fait, avec l'investissement immobilier, avec le développement de réseau, avec d'autres petites choses à côté, qui me permettent d'être libre. Et mon objectif, entre guillemets, j'espère atteignable, c'est d'être libre financièrement. C'est-à-dire que si je ne peux pas travailler, je peux payer toutes mes factures. Au début, c'était 45 ans, mais j'ai vu qu'il y avait 2 enfants, ça coûte cher. donc on est parti. Avec l'inflation, les études. Donc on va plutôt baser sur 50 ans, quoi. Okay. Voilà, c'est un peu l'idée. Ok, super. Une retraite avant l'heure, quoi. Voilà, une retraite. Ah oui, je vois pas aujourd'hui. Je vois la retraite. Moi, je vois ma mère qui est quasiment en retraite. Elle a bossé toute sa vie. Elle a vraiment bien bossé. Et aujourd'hui, la retraite qu'elle peut avoir, elle va avoir même pas la moitié de ce qu'elle a gagné. Ouais. Et pourtant, elle a toujours des charges, elle peut faire alors des que choses, dire de notre génération Ouais, et notre génération, j'ai peur que... C'est mal parti pour. C'est pour ça. C'est mal parti pour. Ok. Et comment tu as réussi? Parce que donc, ton nombre de ventes augmente d'année en année quand même. Ouais. Comment tu as fait du coup pour progresser? Je sais que tu es quelqu'un qui est très curieux de toutes les nouvelles techniques, de toujours essayer de t'améliorer. Comment tu as fait justement pour avoir cette progression-là?
Ouais, mais comme tu le dis, en fait, déjà, je suis hyper curieux, donc je me suis pas cantonné à la formation de base qu'on peut voir, qui est bien, mais qui est assez classique pour moi. Et j'ai cherché, je me documente beaucoup, je regarde des vidéos, je cherche des formateurs, des formations. Tu lis aussi? Je lis beaucoup, ouais, exactement. Et ça me permet de tirer ce que j'aime bien. Donc, avec votre enseignement, il y a tout le côté psychologique que j'avais adoré, que j'ai retrouvé ce que j'avais dans mes études, que j'ai trouvé vraiment génial, l'approche qui est complètement différente. Et c'est des petites brides que j'avais en plus, mais que vous avez réussi à mettre de façon très concrète. Et ça, je vous en remercie parce que ça m'a ouvert pas mal de choses. Et voilà. Et surtout, j'ai pas fait que le limo. C'est-à-dire que j'ai essayé de voir aussi. J'ai fait partie des groupes d'entrepreneurs avec d'autres métiers et eux me donnaient leurs trucs et astuces et je voyais si je pouvais les adapter à mon métier. Donc c'est vraiment ça, une formation constante. Et je crois que tous les ans, je pars en formation partout. Je prends un coaching, je prends quelque chose. Parce que j'ai compris que stagner, c'est comme une plante que tu n'arroses pas, en fait. Au bout d'un moment, elle meurt, exactement. Donc, tu investis. J'investis, ouais, exactement. Ouais, l'investissement, il fait partie de ma vie. Je sais que j'ai toujours investi pour gagner plus. Et je crois que cette phrase, je ne sais plus dans quel livre c'était, mais c'était mets de l'argent dans des livres et l'argent viendra dans ta poche. Ah, elle est pas mal. Je trouvais ça bien. C'est ça, la formation dans ton cerveau. Et toutes les formations que j'ai faites, même si parfois sur le papier, tu regardes, c'est waouh, tu mets ça sur la table. Financièrement, tu t'y retrouves plus que rapidement. Après, il faut bosser, il n'y a pas de secret. C'est sûr. Tout ce qui n'est pas... Exactement, tout ce qui n'est pas appliqué, malheureusement, ça, c'est un investissement. Ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Tu as relevé un point là qui était intéressant par rapport à l'investissement. Toi, grosso modo, tu alloues à peu près combien chaque année? Est-ce que c'est une somme où tu dis, OK, je consacre 5 ou 10% de mon chiffre d'affaires chaque année? Comment tu t'organises? Est-ce que c'est plutôt en fonction de tes besoins ressentis Ouais, c'est un peu au hasard et c'est un peu au fil des rencontres, en fait, finalement. Alors, autant j'aime bien gagner l'argent, autant je suis pas trop matérialiste. Et finalement, l'argent, c'est juste un moyen de faire des choses. Donc, je regarde pas trop les budgets. Alors, parfois, ça te met un peu dans des situations, tu dis, ah merde, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que quand on a fait le coaching, je peux la dire, c'est là, mais ta prise de décision, tu m'as dit, attends, laisse-moi 2 minutes. Ouais. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Et 2 minutes. 2 minutes, il a regardé l'ordinateur, il m'a dit, c'est bon, ok. Ouais, voilà, après, faut. C'est vrai que t'as fait vite, quoi. Ouais, j'ai fait vite, en plus, c'est pas des petites sommes. Non, c'est pas des petites sommes. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, l'argent, ça va, ça vient. J'en ai perdu beaucoup, j'en ai regagné beaucoup. Donc en fait, c'est plus trop une problématique. Alors c'est vrai que c'est toujours stressant quand tu dis, là par exemple en ce moment, il y a et les bureaux et la maison et autre chose à côté. Ouais, mais c'est aussi ta force du coup, puisque si tu as toujours fait ça, tu t'es toujours aperçu finalement que c'est ça qui te permettait d'évoluer à chaque fois et d'aller plus loin à chaque fois. Et vu que ta croissance, elle est assez... c'est un pli psychologique ça. Hein. Ouais. L'investissement, c'est vraiment ça. Hein. Des fois, on a du mal à se dire, quand même, ça représente une somme. Mais quand on le fait de manière régulière depuis très longtemps, finalement, ça devient naturel. Bien qu'il y ait des investissements qui ne soient pas toujours rentables, évidemment. Exactement. Mais ça nous donne un pli psychologique, je pense. Après, toujours rentable. Même si tu ne gagnes pas financièrement ce que tu as investi, ça te sert pour autre chose. Oui, bien sûr. Ça te sert pour autre chose, ça te sert pour une autre expérience que tu vas gagner plus. Enfin, j'ai jamais, même parfois des coachings qui étaient nuls ou des choses que j'ai pris qui étaient, je me dis, putain, pourquoi j'ai pris ça? Tu as toujours un truc que tu retires qui t'aide à avancer. Je suis d'accord. Il y a autre chose qui est très intéressant aussi dans ce que tu as dit, c'est vraiment le fait de se nourrir de différents domaines. Et ça, je pense, pour des gens qui ont une certaine forme de longévité, on peut dire que toi et moi, on commence à avoir un petit peu d'expérience. Oh, les anciens. Là, c'est vrai, ça fait un peu les vieux, mais bon. Les cheveux blancs, tout ça. On commence à nous parler du paru vendu. Exactement. Ah, vous avez connu, hein. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé quand on avait l'agence avec Céline, je suis arrivé dans un moment dans ma carrière où c'était très important pour moi d'aller voir d'autres domaines. Donc, j'ai fait un master en marketing digital, j'ai fait des cours de rhétorique pendant 1 an et demi. Je suis allé voir dans d'autres domaines d'activité. Et finalement, c'est là où on se nourrit le mieux et on devient vraiment meilleur. À un moment donné, il faut pour franchir un cap, il y a les formations vraiment immobilières qu'on peut faire comme nous on délivre, les coachings, etc. Mais c'est vrai de se nourrir de d'autres domaines d'activité. Moi, je trouve ça très enrichissant et ça nous permet, quand on a déjà un peu de bouteille, d'avoir une espèce de bouffée d'oxygène et de repartir de l'avant, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, moi, pareil, je me définis rarement en tant qu'agent immobilier, conseiller immobilier, pour mettre les bons termes. Mais plus en tant qu'entrepreneur. Voilà, j'ai une vision très large du business, entre guillemets. Je le fais avec l'immobilier parce que c'est un métier facile et qui, pour le coup, me passionne, là, donc c'est chouette. Mais l'entrepreneuriat, en général, c'est top. Tu vois plein de choses et le marketing que j'ai appris avec vous, qui est vraiment sympa, que j'applique maintenant à d'autres choses. Donc, c'est vraiment... Comment tu qualifierais, justement, un entrepreneur dans l'immobilier? Alors, c'est quoi les caractéristiques pour toi d'un entrepreneur conseiller immo? Alors, déjà, dans l'entrepreneur en général, pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision sur le long terme.
Et je vois trop de gens dans l'IMO qui veulent tout de suite gagner, tout de suite, sans faire les résultats ou sans aller loin, et qui voient pas finalement l'objectif final là où ils veulent aller. Donc ça va être ça. Et après, il va falloir, comme sur entrepreneur, c'est la persévérance incroyable. Mais la vision, ça commence par ça. La persévérance, une bonne planification. Et puis après, de l'action. Il n'y a pas de secret. Mais il ne faut pas se cantonner à juste dire je fais des ventes et puis je ne vois pas ce qui se passe après. Et là, on devient vraiment comme un conseiller immobilier classique où on ne voit pas plus loin. Et il y en a beaucoup en plus qui, en plus de ça, ne font pas forcément les efforts de prospection et des choses comme ça. Donc c'est un peu leur chiffre d'affaires, il est un peu au bonheur la chance, quoi. Exactement. Et ça, je trouve que dans ce métier, il y en a beaucoup qui font ça comme ça. Et c'est pas étonnant qu'il y en a beaucoup qui arrêtent, puisqu'il manque cette stratégie et cette vision. Et je trouve que cette période-là, elle est extrêmement intéressante pour ces raisons-là. Il y a 2 choses dans cette période-là que je trouve très intéressantes. La première, c'est que les gens qui vont gagner sont les gens les plus compétents. Pourquoi ? Parce que les biens restent plus longtemps en vente sur le marché. Avant, on avait une prime pendant le Covid à la rapidité. Tu rentrais un bien, tu le sortais dans la semaine sans aucune compétence, tout le monde pouvait vendre. Là, maintenant, il va y avoir un jeu de long terme, un jeu de persuasion qui va devoir s'effectuer auprès des vendeurs et auprès des acheteurs. Donc, ça va demander de développer des compétences. Et la deuxième chose qui est pour moi fondamentale et dont tu as relevé le point, c'est la vision long terme. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, si tu cartonnes en temps de crise et que tes résultats continuent de progresser, c'est justement parce que derrière cette vision et ces actions répétées d'année en année de manière constante qui font que ça produit du résultat. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Et est-ce que pour toi, ta réussite de cette année-là, le fait d'être arrivé à augmenter ton nombre de ventes en temps de crise, est-ce que ça vient de ça ? Oui, tout à fait. Alors moi, ça me remet même 12 ans en arrière, parce que quand j'ai démarré, je te dis, c'était la crise. Et je voyais toutes les agences autour de moi fermées. Donc quand tu démarres, tu te dis, OK, comment ça se passe ? Mais je me suis dit, en fait, la question était, c'est exactement ce que tu as dit, c'est si je réussis là, le reste est facile. Voilà. Et pour moi, en temps de crise, c'est toujours là où il y a des opportunités. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y en a plus. Il y a effectivement les gens qui vont être compétents, qui vont travailler sur le long terme, c'est eux qui vont réussir. Parce que les périodes qu'on a vues là, oui, on a bien gagné notre vie. Mais c'était, franchement, faire notre métier, c'était pas compliqué. Parce que ça s'achetait, nous jouons à Dijon, les gens achetaient des prix 40, 30, 40% du prix du marché. Moi qui ai tendance à plutôt bien estimer, je suis surestimé un peu en disant, bah voilà, allez, ça vaut 10, 15%, et ça se vendait encore 15% dessus. À un moment, tu te dis, bon, tu peux plus rien faire. Donc effectivement, il n'y a pas de compétences particulières. Là, je le vois déjà, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté. Il y a il y a beaucoup d'agences qui ont fermé, mais parce qu'ils n'ont pas cette rigueur et ils sont arrivés dans les années faciles. Moi, j'ai commencé dans les années difficiles et pour moi, on revient au basique et ça me plaît bien parce que j'ai plus de temps pour bosser comme il faut. Et d'ailleurs, les gros performeurs, les gens qui font beaucoup de ventes chaque année, cette période-là, ils préfèrent. Ah, moi, je parce qu'il y a une espèce de calme, on a le temps. On a le temps de bien travailler, on a le temps de poser ses jalons avec les vendeurs, on a le temps de gérer le timing, qui est pour moi la compétence fondamentale d'un agent immobilier, c'est ça, c'est arriver au bon endroit au bon moment. Et pour ça, il faut quand même un minimum de temps, de délai de vente pour pouvoir justement jauger vendeurs et acheteurs, arriver à faire les bons rapprochements au bon moment. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai été très frustré pendant le Covid. Alors, pas par le chiffre, mais parce que en fait, je faisais tout trop vite. En fait, t'as pas le temps de faire de la qualité, tu passes de l'un à l'autre, t'es harcelé d'appels, tu mettais un bien en ligne, témoignage client, bon non, j'ai une offre là, non, mais c'est ça. T'as non rien faire comme il faut en fait. Je me rappelle, c'est la première fois où je faisais des visites groupées. Parce que j'avais 30 appels sur un bien. Je dis, écoutez, c'était l'heure à tel endroit, et puis voilà, mais c'est nul, tu vois, c'est bâclé. C'est tout ce que j'aime pas en fait dans ce métier-là, et tout ce que j'ai pas aimé, parce que pour l'histoire aussi, c'est que quand j'ai vendu mon bien à 3, je l'avais confié à des agences qui n'ont jamais rien fait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, dans ce métier, je lui confie quand même une somme d'argent qui n'est pas négligeable. Je crois que c'était 6 ou 7 000 euros la com. Je me dis, mais le gars, il fait rien. Il m'appelle même pas, il me donne pas de suivi. Et moi, c'est un truc que j'ai voulu tout de suite être hyper carré dans ce métier-là. Il y a beaucoup d'agents IMO qui ont vécu une mauvaise expérience, qui se disent, non, moi, j'arrive dans l'IMO, je vais faire les choses. Oui, c'est un minimum. Il faut avoir une espèce de professionnalisme quand même qui est important. Puis c'est un projet de vie, vendre un bien. C'est pas rien. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux conseillers IMO qui très souvent se disent, là, clairement, la période, elle est pas incroyable. Donc, je vais commencer justement à fermer le robinet. Au niveau investissement, on va le mettre de côté. C'est pas le moment de faire une formation ou un coaching parce que justement... ou même d'investir en communication. Justement, chose que toi, du coup, tu as complètement fait l'inverse. Tu es arrivé en 2012 et tu t'es dit... Et en fait, ce qu'on voit de ton parcours, c'est que tu investis en disant, si j'investis derrière, ça va me rapporter plus. Et toutes ces personnes-là qui pensent l'inverse. Est-ce que tu pourrais... tu vois, si on revient avec la vision d'entrepreneur, c'est qu'ils n'ont pas une vision à assez long terme. Alors c'est vrai que je peux comprendre que quand c'est un peu galère, que les finances sont difficiles,
investir, ça fait toujours peur si tu as une famille à assumer. Mais si tu n'investis pas, en fait, tu restes au même endroit que tu es aujourd'hui. Et il y avait cette phrase, je crois qu'il faut que j'arrive à la mettre dans le bon sens, hein, mais je crois que tu ne peux pas gagner plus que ton niveau de développement personnel. En fait, je n'est pas tout à fait comme ça, mais si tu veux monter tes revenus, il faut que tu te développes personnellement à une strate au-dessus. Et ça, quand tu as compris ça, ok, il y a des moments où c'est compliqué, tu vas peut-être manger des pâtes un peu plus souvent, mais ça te permet par la suite de gagner beaucoup plus que ce que tu n'auras jamais gagné un cap. Et c'est vrai que la formation ou tout investissement en com, il y a deux stratégies. Je crois que j'ai vu là dans certaines sociétés, il y a deux stratégies différentes. Une qui n'arrête pas d'enlever les salariés pour descendre la masse salariale, et d'autres qui investissent pour récupérer des nouveaux collaborateurs pour justement absorber tout le marché. Je l'ai pas lu dans ma newsletter. C'était toi, c'était oui, exact. Parce que pour la petite, tellement que je sais plus qui va à qui. Pour la petite anecdote, avec Céline, on est parti faire du voilier. Ouais. Et on a rencontré au port un chef d'entreprise. On a sympathisé pour X raisons et on est allé boire un coup ensemble. Et le soir, ce gars-là m'explique qu'il est chef d'une grande entreprise de nettoyage et que c'est la crise dans le secteur aussi parce que les entreprises tirent les finances. Et c'est vrai que le budget nettoyage, c'est, à part d'être dans l'alimentaire, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est un des premiers postes qui saute. Enfin, ou au moins où ils réduisent les dépenses. Et il me disait que lui, ce qu'il avait fait, il avait pris le parti d'investir dans les ressources humaines. Donc de recruter beaucoup plus de personnes, de légèrement les payer un peu mieux qu'ailleurs pour vraiment avoir des équipes qui soient hyper réactives. Parce que justement, en temps de crise, d'autres entreprises, elles, tirent les plannings à fond pour essayer d'exploiter au mieux leur main-d'œuvre. Et du coup, ça fait des clients insatisfaits, des entreprises du coup qui sautent très rapidement. Et lui, il récupère les contrats. Et il me disait, en fait, ma stratégie, c'est ça. Et donc, ça me permet de gagner des parts de marché, même si ça me coûte cher en investissement. Et derrière, le but, quand le marché reviendra à la norme, là, on réglera les plannings, on optimisera, etc. Et donc, c'est une stratégie hyper intéressante dans un domaine qui n'a, encore une fois, rien à voir, mais qui reflète parfaitement ce qu'on est en train de dire là. C'est vraiment ça. Moi, j'ai un ami qui a une entreprise de vente de volets pour pro, là, pour enlever le soleil. Et lui, il a fait le pari avant la crise d'investir énormément sur le matériel. Donc, il a acheté énormément de matériel. Parce qu'il sentait la pénurie arriver et il a acheté énormément. Et en fait, tout ce qu'il avait investi, il l'a revendu en x3, x4 parce que c'était la pénurie, alors que lui, il avait du stock et il était disponible maintenant et pas dans 6 mois. C'est ça. Il avait vraiment pris parti de faire ça. C'est ça. Et dans l'IMO, c'est vrai que les investissements, des fois, sont moins palpables, même en termes de relations humaines. Je ne parle pas que forcément de communication et de formation ou coaching, mais ce qu'on investit en temps parfois avec les gens, c'est un retour qu'on a à un moment qui est inattendu et souvent en temps de crise en plus. Exactement. Donc, c'est là où tout le travail en amont a été hyper important, quoi. C'est vrai que c'est un métier où tu n'as pas toujours, c'est pas du one shot, tu n'as pas toujours tu vas avoir le gars, tu n'as pas toujours le mandat tout de suite. Tu en as qui arrivent 7, 8, même des fois 2 ans après. Et tu dis, mais c'est qui déjà ça? Je sais plus, genre, tu reprends tes notes, ah oui, c'est bon, heureusement, je m'en rappelle. Et c'est vrai que tu as des choses comme ça qui arrivent parce que tu as fait du travail et que tu as investi et puis qu'ils t'ont vu par ici, etc. Donc je suis assez d'accord avec toi. Mais voilà, la vision à long terme, pour moi, c'est la première chose que je fais faire avec les gens qui je coach, qui me disent, je mets tes rêves sur un papier et on voit après. Alors parfois, ils disent, c'est quoi ce truc-là? Mais si tu sais pas où tu vas, si c'est juste pour gagner de l'argent, je pense que ce métier-là n'est pas fait pour toi parce qu'au bout d'un moment, ça suffit pas. Je suis d'accord. Pour passer les obstacles. Je suis d'accord. Il y a un autre sujet que j'aurais bien aimé aborder avec toi, c'est le développement d'équipe. Oui. Donc pareil, toujours dans le but d'essayer de gagner cette liberté-là. Aujourd'hui, tu t'investis beaucoup avec ton équipe. Oui. Donc si tu peux nous dire un petit peu où tu en es, combien tu as de personnes dans l'équipe, comment tu les accompagnes, ce que tu as pour tes projets aussi. Bien sûr. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Alors c'est pas toujours évident. Donc là, on revient avec le mode humain. Donc moi, j'ai démarré en disant effectivement, je vais développer une équipe pour 2 choses. Parce que ça me rappelle ce que je faisais avant dans la santé, c'est-à-dire aider les gens à passer un cap, mais pas dans la santé, mais dans le niveau professionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens insatisfaits. Et moi, je trouve que le modèle que j'ai aujourd'hui me plaît bien. Donc je me dis peut-être qu'à d'autres personnes, ça pourrait plaire. Et puis, ça permet aussi de développer des revenus passifs. Et ça me tenait à cœur pour la liberté. Ouais, exactement. Et surtout que c'était donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est soit je les aide à réussir et ils gagnent leur vie et je récupère forcément quelque chose, comme n'importe quel cadre, on va dire, que cadre ou chef, entre guillemets, si je ne suis pas un chef. Et ça me permettait, moi, de créer un revenu complémentaire pour justement pallier aux variations que tu peux avoir dans la vente. Totalement. C'est un peu cette idée-là. Et donc maintenant, je crois qu'on doit être une quinzaine de personnes dans mon équipe. Okay. Ouais, voilà. Alors après, c'est des indépendants, donc c'est toujours, bien sûr. toujours différent de coacher. Donc l'idée, c'était de leur apporter un maximum de support sur la formation, sur l'accompagnement, et puis une ouverture d'esprit aussi, parce que je
j'essaie de leur montrer justement ce côté entrepreneuriat que j'ai connu avec, voyez un peu plus loin. En temps de crise, je leur avais dit attention, ça va faire mal. Donc voilà ce que je vous propose, où est-ce qu'il faut aller et qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Après, les gens le font ou le font pas. Hein, ça, c'est aussi c'est la nature humaine que j'ai appris à connaître. Hein. Je pensais que tout le monde serait rose et bonbon et tout le monde enthousiasme à faire les choses, mais non, en fait, chacun y voit son confort. Après, c'est le principe aussi. Mais bien sûr, ceux qui font pas, souvent le résultat ne sont pas là. Toujours la vie. Donc voilà, c'est une aventure. Et puis l'idée, c'est de pouvoir progresser encore, d'aider. Alors le petit challenge que j'ai mis, je crois, sur mon tableau des rêves, c'est d'aider plus de 100 personnes à devenir indépendants en termes d'immobilier ou autre chose. D'ailleurs, ça peut être d'autres secteurs. Donc ça, c'est l'objectif. Donc ça, c'est l'objectif. 100 personnes. Ouais, c'est un objectif ambitieux. On verra comment faire pour y arriver. Il n'y a pas de raison. Il y a quelque chose que j'aimerais dire, parce que tu n'oseras peut-être pas le dire toi, mais Julien, il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est que toutes ces formations, ce bagage-là, c'est quelque chose que tu transmets à ton équipe. Oui. Et quand on s'est rencontrés, c'était un des objectifs aussi, essayer de progresser pour faire progresser les autres. Il y avait toujours les autres en toile de fond. Et ça, je trouve ça très important, parce qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est un vrai sujet, que ce soit pour les agences physiques ou pour les mandataires. Et pour les gens qui débutent, c'est important de partir avec des personnes qui ont, l'expérience, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais surtout qui ont cette volonté-là de transmettre. Quel que soit le réseau, il n'y a pas c'est transpartisan ce que je dis. Par contre, vraiment d'avoir cette volonté-là. Et d'ailleurs, en plus des formations, de l'accompagnement, de ce que tu essayes de proposer au quotidien, tu as aussi un lieu où tu vas réunir les gens. Tout à fait, donc c'est un investissement personnel aussi qui est quand même important. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Oui, c'est vrai que j'ai fait le choix. En fait, quand on a démarré, on faisait ça chez moi, dans un bureau, dans une place. Et puis, il y avait quand même un choix de travailler de façon plus professionnelle. Et du coup, j'ai fait le choix d'investir dans des bureaux à titre personnel. Donc, c'est des bureaux en plus que j'offre gratuitement. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, j'avais vraiment envie d'aider les gens de la meilleure des façons possibles. Après, reste un facteur, c'est eux. Bien sûr. C'est eux. Le dernier facteur, c'est eux. Bon, moi, j'ai vu le jeu de fléchettes et le club de Ouais, voilà. Après, il faut que ça soit cool. Ça qu'il y avait. On n'a pas viré la table de ping-pong, le flipper. Non, il n'y a pas de place. Mais là, du coup, dans les nouveaux immeubles qu'on a achetés, là, je fais des bureaux un peu plus grands, un peu sympas. Cool. D'ailleurs, je peux t'inspirer du design d'ici c'est sympa, pour faire un truc sympa. Et voilà, c'est pour leur donner la meilleure environnement possible pour pouvoir bosser. Ouais. Et les aider. Après, je suis peut-être un peu trop empathique parfois à discuter, parce que je donne beaucoup. Parfois, c'est pas toujours. Oui, mais ça, après, ça fait partie. Je pense que ça fait partie du jeu. Dans l'IMO, de toute façon, que ce soit avec les clients ou avec les collaborateurs, il faut donner. Et puis, à un moment donné, on a un retour, on n'a pas. Exactement. Ça, c'est les aléas de la vie. Ouais. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, de manière générale, c'est la bonne attitude à avoir. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu vois, une des parties, moi, je vise jamais les objectifs. En fait, je vise toujours en termes de moyens. C'est-à-dire, je mets tout en place et après, le reste ne dépend pas de moi, entre guillemets. Il y a un peu un coup de chance, il y a un peu de travail. Mais si tu fais tout ça, au bout d'un moment, tu auras des résultats. Forcément qui vont arriver à un moment ou à un autre. C'est une super bonne façon de penser, ça c'est sûr. C'est une très bonne philosophie. Pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent si tu avais 3 conseils à donner? Qu'est-ce que ça serait ces 3 conseils-là pour démarrer dans... Pas forcément pour des gens qui démarrent, des fois tu as des gens qui ont de l'expérience et qui atteignent un plafond de verre. Pour toi, ça serait quoi vraiment les 3 clés pour, surtout en temps de crise là comme ça? Ouais, alors je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la première clé c'est la vision. Ça pour moi c'est important et j'ai fait pas mal d'interviews de grands entrepreneurs, vraiment des gens... Oui, on n'en a pas parlé. Ouais, on n'a pas parlé assez haut de gamme, hein. Parce que Julien a écrit un livre qui s'appelle Réussir, c'est ça? Ouais, je n'étais pas tout seul. Hein. Oui, vous n'étiez pas tout seul. Il a coécrit un livre. Exactement, qui s'appelle Réussir, où ils interviewent des grands entrepreneurs. Exactement. Et ça devait être aussi hyper enrichissant. Ouais, super enrichissant avec des histoires. Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, personne ne parle d'argent dedans. C'est vraiment, ils le font pour leur famille, ils le font pour effectivement une qualité de vie. Mais l'argent n'est jamais une finalité. Donc ça, c'est une leçon de vie qu'on peut avoir. Pourtant, c'est des gens qui gagnent des milliards, des millions, voire des milliards. Quoi. Donc, c'est un autre strat quand même dans l'entrepreneuriat. Et quasiment tout le monde l'avait dit, c'est la vision, elle est hyper importante parce qu'elle te permet de passer ces obstacles quand ça ne va pas. Et en temps de crise, il faut ça. Okay. Donc, effectivement, une vision. Après, il faut une stratégie, qui soit bonne ou pas, mais en tout cas, une stratégie qu'on met en place pour suivre cette stratégie. Puis après, il faut passer à l'action en la suivant. Et puis le dernier point qu'on peut ajouter, c'est adapter ta stratégie si tu as des résultats ou pas. Mais les résultats, c'est pas au bout d'une semaine, quoi. Il faut quand même laisser le temps de mettre en place. Il faut être patient. Il faut être patient, exactement. Mais voilà, c'est vision, stratégie, action, et puis
le retour d'expérience de tout ça. Super. Super, on a passé un bon moment. Merci Ouais, pour ces c'était conseils. cool. Ouais, Merci. c'est C'était génial. vraiment cool. Écoute, Merci Julien. merci, Merci, c'est Julien. ma première interview. Je suis fier Je suis d'avoir très fait ça content. avec vous. Nous aussi, on est très heureux de t'avoir reçu. Ouais. Et puis, à bientôt. À bientôt. À pour les bientôt. icônes de Ciao, Limo. merci. Salut.